Bonjour, mon nom est Bruce Doran. Je suis un des cerveaux bleus et scientifique à Sciences Nord. Bienvenue à cette présentation au sujet du COVID-19. Sciences Nord et l'Université Laurentienne ont établi une collaboration pour permettre à des experts de l'université de partager leur expertise sur l'impact de la COVID-19 sur notre vie. Je serai hôte de cette conversation sur la COVID-19 intitulée « L'angoisse de se retrouver ensemble », d'où on parlera de l'impact de la pandémie sur notre santé mentale. En tout moment, si vous souhaitez participer à la conversation, veuillez écrire vos questions dans les commentaires ci-dessous. Avant de débuter, je vais donner la parole à Yves Pelletier de l'Université Laurentienne. Bonjour Bruce. Bonjour à tous. Good afternoon. Bienvenue, Annie, Kwekwe, Wache. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui au nom de l'Université Laurentienne dans ce partenariat avec Sciences Nord. Nous désirons commencer aujourd'hui en reconnaissant le traité Robinson-Huron de 1850. Je veux aussi souligner que l'Université Laurentienne se retrouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations d'Atikameksheng-Anishinaabe et que la ville du Grand Sudbury comprend également celle de la Première Nation de Wahnapité. Malgré les défis auxquels nous sommes tous confrontés, n'est-il pas incroyable de voir comment la technologie nous a rassemblés d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer? Dans mon rôle de vice-recteur associé à l'enseignement et aux affaires francophones à l'Université Laurentienne, j'ai constaté l'engagement et la volonté de nos chercheurs exceptionnellement talentueux de soutenir la lutte contre le COVID-19. Je vais maintenant céder la parole à Bruce qui nous guidera tout au long de la prochaine heure. Bonne séance. Merci Yves. J'accueille nos deux panélistes pour la discussion de cet après-midi. On a aujourd'hui Lynn Tremblay, psychologue clinicienne, professeure titulaire à l'École de kinésiologie de l'Université Laurentienne et division des sciences de la santé de l'École de médecine du Nord de l'Ontario, et aussi Tyler Petty, étudiant de 4e année dans le programme des soins infirmiers. Bienvenue Tyler, bienvenue Lynn. Bonjour. Bonjour. C'est drôle, le titre de notre discussion, c'est l'angoisse de se retrouver ensemble, mais dernièrement, on n'est plus à cet état-là, parce que évidemment, quand le titre a été décidé, il y a quelques mois, on pensait par ce temps-ci peut-être revenir ensemble, mais là, ça a l'air comme si on se sépare encore, comme on faisait au début de la pandémie. Lynn, pourrais-tu nous décrire un petit peu c'est quoi l'impact de cette séparation aux gens, surtout la solitude, puis quelle sorte d'impact on pourrait avoir, que ce soit mental ou physique? OK, merci Bruce. Bonjour tout le monde. Avant d'aller directement à la question, je pense que ce serait intéressant pour les gens de comprendre comment ça se fait. D'abord, la question, c'est pourquoi c'est si difficile? La santé publique, il faut respecter bien sûr ce qu'on nous demande de faire, mais c'est très difficile, faut le reconnaître, de respecter. Alors pourquoi? La recherche en psychologie et en neurosciences depuis plus d'un siècle peut nous offrir une réponse à ça. Alors, tous nos comportements ont une base biologique. Action, pensée, émotion. Ce qui varie, c'est la proportion de chacun, dans ce qui est inné, dans ce qui est appris. Alors, oui, si on considère nos émotions, j'allais parler en anglais, tu vois, l'habitude de faire du bilingue. Alors, en ce qui concerne nos émotions, on peut les définir selon 3 aspects. Alors, il y a un aspect comportemental, comme l'expression faciale, l'aspect cognitif, comme la pensée, je me dis, je vois mon amoureux arriver, je me sens contente. Je suis heureuse. Et une partie physiologique, une activation de notre système nerveux central, notre système nerveux périphérique, qui produit les sensations physiques très réelles qu'on a, notre cœur qui bat plus vite, par exemple, ou on a chaud. Inversement, si on est séparé de cet être aimé, là, vous me voyez venir, alors là, on a l'émotion inverse, on a un manque, on a même de la douleur qu'on peut ressentir au niveau physique. Alors, la tendance qu'on a à aller vers les autres et avoir besoin des autres et à rechercher la compagnie et ancré aussi dans notre biologie, c'est pas juste un comportement social. Alors, donc,
les requêtes, les demandes et les exigences de la santé publique pour éviter l'infection, ça nous amène à aller un peu contre notre besoin, contre notre nature. Mais c'est parce que nous autres, en tant qu'humains, on a évolué pour être des groupes sociaux, comme tel. On n'aurait pas survécu. Absolument, voilà. Ça a assuré notre survie et c'est ce besoin d'être avec les autres qui crée le tissu social, avec tout le plaisir et des fois d'autres émotions qui vont avec. Alors, d'être isolé, même si c'est volontaire, même si on se dit dans notre tête il faut le faire, c'est douloureux et ça varie d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, on réussit à faire face un peu mieux. Pour d'autres personnes, ça peut être extrêmement souffrant. Et pour des personnes qui ont peut-être déjà des problèmes de santé mentale à la base, ça peut être vraiment très difficile. Alors, reconnaître la difficulté, c'est la première chose. Et une chose que j'aimerais ajouter, et je vais laisser la parole ensuite, et je vais citer une chercheuse de l'Université de Montréal au Québec, Sonia Lupien, qui est spécialiste du stress. On est collectivement, historiquement, dans une situation de stress chronique collectif. Tout et un chacun, on vit avec l'idée de la COVID et à des niveaux qui varient, on vit tous ce stress-là. Alors, on est tous dans le même bateau. Alors, juste cette pensée-là, ça peut nous aider à vivre un peu de solidarité les uns avec les autres. Alors là, je laisse la place. OK. Tyler, toi, en tant qu'étudiant, parce qu'évidemment, étudiant universitaire, tu es à ta 4e année, est-ce que tu es sur le campus ou tu es en train d'étudier en ligne? Malheureusement, je me trouve jamais sur le campus. Tout de suite, je fais mes études en ligne. Donc, je fais mes études sur Zoom 5 jours de la semaine. Ça me garde assez occupé, mais c'est pas la même chose que ça l'était dans le passé, puis c'est dommage. On manque vraiment les interactions sociales qu'on avait, non seulement avec nos amis, mais avec nos professeurs de cours. Puis je suis certain que c'est la même chose pour les professeurs qui manquent cette interaction avec les étudiants. Donc, ça rend l'école un peu plus difficile. C'est certain qu'il y a des avantages à l'école en ligne, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. OK. Puis comment que tu as fait cette transition du milieu plus aller sur le campus qu'aller en ligne? T'avais-tu des trucs? T'as-tu... Ben, ça n'a pas été facile, là. Au début, je me suis trouvé beaucoup avec un manque de motivation, un manque de vouloir de faire les travaux, de vouloir m'engager dans mes discussions de classe. Parce que c'est vraiment distant, il n'y a pas vraiment une interaction. Mais afin de me motiver, j'ai implémenté quelque chose. À la maison, maintenant, j'ai une place qui est dédiée pour les études. Okay. Quand c'est le temps pour l'école, je m'assois à mon bureau. Puis quand je suis là, je sais que c'est le temps pour l'école. Puis quand je quitte mon bureau, maintenant, je suis à la maison. C'est quelque chose qui m'a aidé à me mettre à la tâche, qui m'aide un peu à me préparer puis me dire que, OK, maintenant, c'est le temps de faire du travail de l'école. Puis là, quand je quitte mon bureau, je sais que ma journée d'école est terminée. OK. Puis, puis aussi... Continue. Oui, vas-y, Bruce. OK. Oui, aussi, je me suis mis un peu des bulles à courir longtemps. À la fin de la semaine, habituellement, je vais faire des FaceTime avec des amis. C'est quelque chose qu'on peut penser à durant la semaine. On s'attend à ça à la fin de la semaine. Puis, ça nous garde motivés à faire notre travail. Puis là, on discute de ça à la fin de la semaine. Aussi, juste faire des buts comme pour une journée. Aujourd'hui, mon but, c'est de terminer XXX. Puis, par la fin de la semaine, j'aimerais terminer XXX. Puis, j'essaie toujours de garder des buts qui sont réalistes. Parce que de cette façon-là, je m'arrive à la fin de la semaine, puis je suis content que j'ai pu accomplir mes buts. C'est intéressant que tu dis faire des buts comme tel. Lynn, comment important que c'est faire des buts? Évidemment, dans notre vie, on fait des gros buts, des petits buts, des moins buts, mais dans le temps qu'on est maintenant, comment plus important que c'est avoir un petit but, surtout, comme tu as dit, à la fin de la semaine ou mi-semaine, n'importe quand? Ça, c'est une belle question parce que la motivation est au cœur des comportements humains. Vraiment. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on cherche quand on est psychologue clinicien puis qu'on veut aider quelqu'un dans notre bureau. Quand il y a des comportements qui semblent faire souffrir une personne, on essaie toujours de regarder quel angle
pourquoi tu fais ce comportement-là, dans le sens, ce serait quoi ton gain? Il y a toujours un gain, il y a toujours une motivation sous-jacente. Alors, la motivation dans une situation dans laquelle on vit est centrale parce que, comme on en discute depuis le début, c'est une situation exceptionnelle. On se retrouve isolé. Donc, si je prends l'exemple de Tyler qui est à l'université pour les étudiants, si on veut adresser la situation pour eux, il faut ne pas oublier qu'une des grandes sources d'apprentissage, c'est les autres. Alors, soit on est isolé, on n'a pas une partie de ce qui nous motive pour aller à l'école, c'est-à-dire parler avec nos amis, rencontrer nos amis, partager nos impressions sur un cours, notre compréhension de la matière. Alors, il y a un rôle à la fois social, où on va chercher des émotions positives d'être avec nos amis, puis il y a un rôle académique, dans lequel on va tester notre compréhension du matériel, on va discuter avec les autres, qu'est-ce qu'ils ont compris, et sans le savoir, c'est comme ça qu'on construit notre savoir. Et ça, c'était bien présenté par un grand théoricien et chercheur russe, Vygotsky, il y a près d'un siècle. Il appelle ça la zone proximale de développement, où on va chercher chez l'autre une partie des connaissances pour se développer. Alors, donc, le fait qu'on soit seul à la maison, on n'a pas cette partie-là. Puis je pense que j'entends des étudiants, c'est beaucoup cette partie-là. Peut-être les étudiants le verbalisent pas comme je viens de le faire, mais les gens le disent. Ça me manque de voir mes amis, d'être à l'école, de sortir de la maison. Et il y a une grosse partie qu'on doit compenser seul. Ouais. À la maison. Puis là, je vais te répondre. Une psychologue, ça parle beaucoup, c'est long avant de répondre. Alors, d'avoir une routine, c'est une façon un peu de compenser la partie de motivation que tu n'as pas. Tu te le ramènes à toi-même et ça te permet d'organiser à la maison, donner une routine qui est pas exactement comme l'université, mais qui compense un petit peu. Et il y a des effets de ça, d'ailleurs. Moi, personnellement, travailler de la maison, je me lève à la même heure, je m'habille, je m'arrange, je fais un lunch pour le midi, de la même façon que j'apporterais le lunch à l'université. Alors, ça nous prépare, ça nous met dans une attention à faire notre travail. Et puis, ce que Tyler a dit, d'avoir un coin à la maison qui est associé à son travail, c'est brillant, c'est vraiment une très belle stratégie. D'ailleurs, c'était démontré sur les études sur le sommeil. Les gens qui utilisent leur chambre à coucher juste pour dormir et non pas pour faire d'autres choses ont moins de difficultés avec leur sommeil. Alors, c'est vrai pour le travail académique, pour la concentration et pour s'engager dans notre travail. Quand c'est fini, ton travail est fait, Tyler, je suis sûre qu'après, tu fermes tes livres, là, tu t'en vas dans une autre pièce, c'est associé au plaisir. Alors, tout de suite, ça prépare. Ah, là, c'est le temps pour moi de me détendre. Parce qu'auparavant, on avait un bureau, une école qu'on quittait, puis on disait, OK, ça, c'est parti, mais là, on n'a pas ça à la maison, puis il faut séparer le plaisir avec, évidemment, le travail. J'ai une question qui vient juste d'apparaître, c'est, avez-vous connaissance d'une recherche concernant les effets de la pandémie sur les étudiants, que ce soit, là, c'est au cycle supérieur universitaire, mais je pense même secondaire et même primaire. Et que pensez-vous que l'impact de la pandémie aura sur les études universitaires, puis même avec les autres niveaux scolaires? Et c'est une belle question. Ben d'abord, moi, j'ai déjà préparé un projet de recherche que j'ai envoyé à un des 3 conseils. Alors, je ne saurais pas si j'ai la subvention avant plusieurs mois, mais j'ai eu beaucoup de recherches. Bon, le problème avec la recherche en ce moment, il y a de la recherche qui se publie depuis le début de la pandémie et on a de l'accélération des résultats de recherche. Mais pour un effet de la pandémie sur les études universitaires, ça va prendre encore plusieurs mois parce que il faut être capable de collecter ces données-là. Ici, disons, si je pense à l'Université Laurentienne, on a eu un confinement quand même tardif. Il restait peu de jours à la fin de la session. Là, on va voir, je dirais, cette année va être critique. Parce qu'il faut avoir des mesures solides pour mettre le lien entre la santé mentale, les résultats scolaires. Je pense certainement des gens qui vont travailler là-dessus. Moi, je vais travailler en partie là-dessus. Là, il n'y a pas encore
d'études qui font ces liens-là. Il y a des études par questionnaire qui ont été publiées, qui ont été collectées en ligne au mois de mars et avril. Puis on a collecté des données sur différents groupes, aussi sur des étudiants, sur l'effet du confinement. Il y a certaines données, mais c'est encore préliminaire. Mais ce qui ressort de ce que moi j'ai lu dans ces données-là, c'est qu'il semble avoir un effet surtout au niveau de la santé mentale des étudiants. Je pourrais pas dire au niveau des résultats scolaires, mais au niveau de la santé mentale, et c'est pour la population générale aussi. Je pense que ça affecte tout le monde, mais ce qui sort, et puis les données de cette année vont nous donner une réponse plus claire. Je pense qu'on va voir une augmentation, anxiété, dépression. Stress, faut voir, mais c'est ce qui ressort. Alors, je veux pas dire par là que si vous êtes isolé à la maison en temps de pandémie à étudier, vous allez nécessairement développer ces problèmes-là. Mais ce qui est normal avec ce que j'ai expliqué précédemment, d'avoir plus d'anxiété, un peu plus de difficultés, c'est normal. Mais c'est ce qui sort. Alors, pour résumer, il n'y a pas encore d'études assez satisfaisantes pour montrer le lien entre A et B. Mais ce qui sort des questionnaires, des études en ligne, c'est qu'il semble que oui. Il semble qu'il y a des effets sur la santé mentale. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi, en tant que scientifique à Sciences Nord, beaucoup de mes employés qui travaillent avec moi, c'est des étudiants du niveau secondaire, collégial, universitaire, puis ils m'ont décrit un petit peu la difficulté qu'ils ont à être capables de maintenir un certain niveau académique d'un cours. Toi, Tyler, évidemment, on peut parler de toi personnellement, mais avec toi puis tes amis, comment que ça va académiquement présentement? Ben, présentement, je dirais que ça va assez bien. Ça a été un gros ajustement là, au début de l'année. Mais je voulais ajouter à quelque chose que Lynn parlait de juste avant. Là. Elle disait que les recherches ne démontrent pas nécessairement tout de suite, en ce moment, ils sont pas finalisés sur l'impact à l'école. Mais je dirais, on sait qu'il y a un impact sur la santé mentale. Puis, on sait que la santé mentale a un impact sur le rendement académique. Donc, on peut faire des inférences. La question demande spécifiquement à la recherche, là, que je peux pas donner, j'ai pas d'informations sur ça, mais on peut certainement faire des inférences entre la santé mentale puis le rendement académique. Puis, en gros, c'est dû au changement dans la vie universitaire. C'est complètement différent. Il y a beaucoup moins d'interactions sociales. Puis aussi, la question demande l'impact de la pandémie sur les études. Je pense qu'il y a plus d'étudiants. Excusez, est-ce que vous entendez? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. OK. Je pense que cette année, il y a plusieurs étudiants qui mettent leurs études à plus tard, comme ils vont attendre l'année, voir s'il y a peut-être un autre temps qu'ils pourront prendre les études. Ça, je pense qu'il y a certainement un impact aux études universitaires pour tous les étudiants, que ce soit petit ou gros. Okay. J'ai une autre question, mais cette question est très bonne, c'est que la question demande, avez-vous des suggestions de la façon qu'on peut soutenir nos amis, nos collègues qui sont isolés pendant la pandémie? Avez-vous des trucs? Tyler, as-tu des trucs que tu as développés avec toi et tes amis? Oh, Tyler, tu m'entends pas? Non, sorry, Bruce. Je viens juste d'avoir la dernière partie, là. Les écouteurs, ils font... Okay. Tu m'entends? Oui, je vous entends maintenant. Ma question était, as-tu eu des méthodes, des trucs que tu as développés pour soutenir toi et tes amis pendant qui sont tous l'isolé pendant la pandémie? Oui, ben je pense dans les temps où est-ce que les choses progressaient assez bien avec la pandémie, j'essayais d'organiser des rencontres avec mes amis en personne, souvent juste 1 ou 2 amis, garder ça assez petit. Mais évidemment, dans la situation qu'on est maintenant, c'est quelque chose qu'on peut moins entreprendre. Mais comme j'ai mentionné, j'essaie de faire des FaceTimes avec mes amis pour faire des check-ins, se rattraper, essayer de garder un peu de social avec mes amis. Et puis, on fait le mieux qu'on peut là.
tout de suite aussi, j'essaie de prendre des marches, faire de l'exercice dehors. Ça m'aide un peu à garder ma santé mentale un peu mieux, là, mais... J'aime ça qu'est-ce que tu as dit, Tyler. Le mieux qu'on peut. Lynn, tu peux-tu ajouter là-dessus? Parce que des fois, le message qu'on a des politiciens est un peu à l'extrême, évidemment. Mais les politiciens, c'est des êtres humains comme nous et ils sont très anxieux. Alors, c'est des gens, malgré qu'ils ont été élus, sont là pour faire une job. Pour leur défense, ils ont pas cherché ou ils n'ont pas prévu d'avoir une crise comme ça. Alors, eux, ils voient les chiffres monter et j'imagine qu'ils ils se sentent responsables. Alors, ils se disent, si les chiffres montent, ils vont être blâmés pour leur politique. C'est un cercle vicieux. Mais comme on en parle depuis le début, on est des êtres humains, on n'est pas parfait, il faut faire de notre mieux. Et comme Tyler le dit bien, il fait ce qu'il peut. Et il faut se dire ça. Mais il faut faire ce qu'on peut. Il faut faire le maximum qu'on peut. Il faut se donner une chance. Ça arrive qu'on s'échappe un peu, puis on n'est pas parfait toujours. Mais au moins, il faut se dire et se rappeler, j'essaie d'appliquer les règles de la santé publique du mieux que je peux et je vais toujours faire mon possible. C'est ça, faut se dire. Et c'est clair qu'on contrôle pas tout. Ce virus-là, il est vraiment snoro. Il prend avantage de la nature humaine. Alors, notre force d'être ensemble, il utilise ça pour se répandre. C'est un ennemi invisible, il est microscopique, il est tout petit, il est partout. Alors, on peut pas absolument tout contrôler, mais si on se dit, il faut faire ce qu'on peut, faire des bons choix, c'est bien, c'est déjà bien. Alors, un party où il y a des centaines de personnes, ça, c'est définitivement pas le mieux qu'on peut. Le party d'Halloween là, qui a mené une éclosion, là, les petits amis, là, ça, vous le saviez qu'il fallait pas faire ça. Là. Vous l'avez fait pareil, les petits amis. Là. Ça, c'est pas une erreur. Là. C'était volontaire. Alors, les gros parties de Noël aussi. Alors, j'entendais une experte de la santé publique du Québec. J'écoute beaucoup ce qui se passe là-bas parce que c'est en français beaucoup. Et puis, voyons, où je m'en allais avec ça? Alors, elle, ce qu'elle disait, et puis c'est une experte en santé publique, pas moi, mais donc, alors on a des nouvelles de vaccins, puis avec ce qu'on entend, on peut penser encore 12 mois avant qu'on soit capable d'enlever les masques et tout. Puis elle disait, oui, Noël ou les fêtes, c'est important, mais on peut se dire, ben cette année, on va faire un petit sacrifice. Ça va être juste à la maison seulement. Pas de gros party, puis on peut se dire, c'est juste cette année. On peut avoir l'espoir de se dire, ben l'an prochain, dans 12 mois, avec ce qu'on entend, il y a des bonnes chances que ce soit mieux. Alors, ça, c'est un sacrifice personnel qu'il faut faire. Et puis, si on revient au truc, là, pour faire le lien avec ce que Tyler disait, c'est très bien. Alors, le Zoom, comme on fait là, le téléphone, un petit courriel, tout fonctionne. Alors, si vous avez des personnes, des amis seuls, juste prendre des nouvelles. Moi, je le fais. J'ai une amie qui habite un peu loin, pas en ville, puis dans une maison là, puis je suis toujours inquiète un peu d'elle parce que s'il arrive quelque chose, avant que l'ambulance se rende, c'est long. Mais on fait juste, moi je l'appelle, elle m'appelle. On se donne rendez-vous au téléphone, puis on jase une demi-heure. Tout ça a un effet. Puis pour ceux qui sont seuls, quand on est seul, parfois la dépression, l'anxiété peut nous dire des vilaines choses. Comme, je suis tout seul, personne pense à moi, et puis on a tendance à entretenir notre sentiment qu'on mérite d'être tout seul. Ça, c'est les mauvaises pensées de la dépression, de l'anxiété. Un moyen de s'en sortir, c'est de soi-même aller vers les autres. Prendre le téléphone, puis appeler peut-être quelqu'un qui, comme toi, t'es tout seul chez vous. Là. Un autre étudiant que tu sais, peut-être même si tu connais pas beaucoup, c'est le temps de faire des nouveaux liens. On s'envoie un courriel et on est dans la même classe. Je me suis dit que je t'écrirais aujourd'hui. Peut-être que cette personne-là répondra pas, mais t'essayes avec un autre. Tous les petits gestes qu'on peut faire ont un impact. Très bien, très bien. Juste avant de continuer,
juste avant de continuer, je veux juste rappeler aux spectateurs que si vous avez des questions, veuillez les écrire dans les commentaires dessous, OK? Mais une chose que j'ai remarqué entre toi et Tyler, une chose qui est très intéressante, vous avez dit parler à quelqu'un. Tu sais, on a tout un téléphone, puis on aime ça faire de même, mais ça m'a l'air comme si on a besoin d'entendre une voix, voir une face. C'est plus que juste envoyer un texte. C'est cette connexion de voir un être humain ou entendre une voix humaine que on a comme oublié de faire avant la pandémie, puis il faut peut-être revenir à faire ça un petit peu plus souvent. Ouais, on devait certainement le faire beaucoup, puisque la pandémie est encore là, le monde se colle pareil. Mais c'est vrai que le Zoom, le téléphone, ne remplace pas être en présence avec une personne. Parce que quand tu es avec une personne, il y a plein d'informations que tu reçois, puis on peut se toucher, mais aussi d'avoir une voix. L'expérience est différente. La présence d'une personne en chair et en os face à toi est différente. Mais évidemment, on peut pas le faire comme on veut. Ce qu'on dit ici, c'est que oui, c'est important. Se parler, oui. Ça remplace pas la présence de l'autre complètement, mais ça a un effet positif. Alors, on est encore on fait ce qu'on peut, on fait le mieux, étant donné que. Okay. J'ai une question pour Tyler. Tyler, pensez-vous que les choses que vous apprenez dans votre cours ont été modifiées à cause de la pandémie? Comment vous pensez de ces modifications et est-ce que ça fait une différence comment vous apprenez? Je suis certain que ça vous surprend pas que oui, il y a eu des modifications dans l'éducation pour les nouveaux infirmiers. Certainement, une des plus grosses choses, c'est qu'on a maintenant la COVID dans notre curriculum de soins intensifs. Donc, c'est quelque chose qu'on doit connaître, on doit l'apprendre parce que bientôt, on se jette dans le monde du travail et puis il y a des bonnes chances que ça va être encore présent dans notre monde de travail. Donc, ça, c'est un changement qui a eu un impact sur notre éducation. Mais aussi, je dirais, le plus gros impact qui affecte le plus d'étudiants, c'est le manque d'expérience clinique et le manque d'expérience en laboratoire. Je pense que c'est quelque chose qui va avoir un impact à long terme sur les étudiants. Ça teste beaucoup la résilience des étudiants qui doivent pratiquer des techniques à la maison. C'est pas quelque chose qui est facile, pratiquer des techniques, apprendre des techniques sur Zoom. So, je pense que ça, c'est un des plus gros changements qui aura un impact. Puis aussi, comme j'ai dit, les stages cliniques. Là. Moi, je suis chanceux, je suis en stage en ce moment, vraiment, je suis sur ma pause au centre de santé communautaire, mais il y a plusieurs étudiants qui n'ont pas l'opportunité de se rendre en stage parce que les endroits de stage veulent juste pas augmenter le nombre de personnes présentes. Donc, il y a un peu une perte d'apprentissage là, mais je sais aussi que le programme de sciences infirmières travaille très fort pour reprendre tous ces manques-là et de faire du mieux qu'ils peuvent pour s'assurer qu'ils vont graduer avec toutes les compétences et les connaissances qu'ils ont besoin. So. OK, c'est bien beau. Une autre question, c'est que, évidemment, la pandémie, elle va durer, puis on a entendu que les vaccins arrivent. Les vaccins arrivent, puis grosso modo, le Canada sera pas un des premiers pays à recevoir des vaccins comme tel. On est un petit peu plus bas sur la liste. On regarde peut-être mi-année prochaine pour avoir des vaccins comme tel. Sachant qu'on va avoir un vaccin, comment qu'on reste motivé? Reste motivé pour continuer ça. Parce que là, on arrive à la fin. Hein? Le but est là, mais il faut faire attention. Hein? C'est une question centrale. D'ailleurs, je pense que tous les politiciens avec leur équipe de communication se la posent. Comment on continue à conserver les gens à bord, si on peut le dire comme ça. Alors, je pense que il y a une partie, le message doit continuer à se faire de la part donc des agences de santé publique. Nous, individuellement, en tout cas, il faut se rappeler pourquoi on fait ça. Il y a une partie où il faut faire de l'automotivation. Et quand on est une personne adulte ou en autorité dans la maison, nos comportements en tant que modèle sont importants.
Alors, nous, on est des modèles pour les autres. Et même étudiant, tu es un modèle pour tes collègues. Alors, il faut se rappeler pourquoi on fait ça. Alors, pourquoi on fait ça bien? Même si moi, je suis un étudiant plus jeune, je me sens moins à risque. Ça veut pas dire qu'il y a un risque zéro, c'est faux, mais il faut se dire, alors moi, je peux être en contact avec des personnes à risque. J'ai des grands-mères, des parents, ma petite voisine qui est âgée. Alors, je dois me dire, moi, je le fais en partie pour moi, mais moi, je suis pas trop à risque, mais les autres le sont. Et moi, je peux être un agent qui transmet le virus. Alors, il y a une partie chez soi de se dire, la solidarité sociale est importante ici. Alors, j'en reviens encore à mon idée que notre force, c'est d'aller vers les autres. Le virus joue là-dessus contre nous, mais il faut utiliser notre solidarité de cette façon-là et de se dire, moi, je contribue à sauver des vies quand je fais attention. Alors, se dire ça, moi, je suis un agent, une personne qui peut sauver des vies juste par mes comportements. De se dire, oui, le vaccin s'en vient, raison de plus, ce serait assez triste qu'il y ait encore des décès 2 semaines avant d'avoir un vaccin, puis qu'on perd des gens qu'on aime. Aussi, on le fait encore collectivement pour les personnes qui risquent puis Tyler le sait, des gens qui ont d'autres problèmes de santé, qui peuvent pas recevoir des soins parce que notre système de santé risque d'être envahi par des gens qui ont la COVID. Alors, je le fais aussi pour une collectivité encore plus grande que moi. Si je me protège, je protège les autres, mes voisins, ma famille et la société. C'est vraiment une stratégie individuelle cognitive, me parler chaque jour, me rappeler pourquoi je le fais. Moi, je le fais comme ça. Je me dis ça. À chaque fois, je me parle, je me dis, moi, le masque, ça me tombe sur les nerfs, vous n'avez pas idée, là. J'haïs ça, porter ça. Mais j'accepte ma mauvaise humeur avec le masque. D'abord, essaye pas d'être de bonne humeur si t'aimes pas ça. Accepte que tu sois de mauvaise humeur parce qu'il faut que tu mettes la Moses d'affaires d'en face. OK, ça me dérange. Bon, je le mets maintenant. Je le fais. C'est pas le fun, mais je le fais. Alors, faut s'auto-motiver. Servir de modèle pour les autres, c'est collectivement qu'on peut s'aider. Alors, si tu mets un pied à côté, t'encourages peut-être d'autres personnes à mettre le pied à côté. Fais pas ça. Alors, on est tous des modèles les uns pour les autres. Puis, rappelez que c'est un service collectif qu'on se rend. Ouais. Juste un petit commentaire à propos des masques. Je viens juste de lire une étude qui a démontré des masques qu'on utilise, pas les jetables, juste à coton, maison, trois lisières, qui sont pas mal efficaces. Sont efficaces dans peut-être 70% des fois pour permettre une protection comme telle. C'est-à-dire, ça, c'est une autre idée, il faut garder en tête que on n'a pas le vaccin qui vient, mais parce que on a déjà un outil. Oui, c'est nos bouclettes. Puis Tyler le sait, c'est quand on postillonne, il y en a plus que d'autres. Oui. Puis je suis pas mal certain, là, encore, je suis pas scientifique à regarder les données comme telles, mais tous les cas de transmission qu'on a en Ontario, puis la plupart qu'on a à travers le monde, c'est à cause que quelqu'un n'a pas porté un masque dans certaines circonstances que tu sois. Touché. Il y a eu de la proximité. La proximité. Les contacts. Encore une fois, c'est ce qu'on aime le plus faire. Ouais. Puis le virus, lui, en profite. OK. Une autre question. On a l'anxiété à cause de la maladie. Il peut provoquer des émotions assez fortes chez les adultes et les enfants. Puis là, on est dans notre deuxième vague. C'est-à-dire, selon vous, quels seront les impacts à long terme pour les étudiants, nos collègues, les enfants, les familles à cause de cette pandémie? On peut-tu imaginer qu'est-ce qui va se passer à cause de ça? Ben, c'est une bonne question. C'est une de mes questions de recherche. Si j'ai mis sur la question, je vais essayer d'y répondre. En fait, on sait un petit peu qu'il y a certaines conséquences parce qu'on a le cas de H1N1, le SRAS-CoV, le SRAS, le MERS. Alors, on a eu certaines, mais c'était pas à la même échelle quand même que la COVID, là. Non. Mais les recherches montrent que il y a des facteurs, c'est multifactoriel. Le fait que
après la COVID, j'ai plus ou moins d'impact, dépend de plusieurs facteurs individuels. Est-ce que moi, j'aurais eu des conséquences? J'aurais été malade de la COVID, j'aurais développé un problème de santé physique à cause de la COVID, d'hospitalisation. Est-ce que j'avais déjà un problème de santé mentale avant? C'est un gros facteur. Si déjà j'avais une vulnérabilité, qu'elle soit physique ou mentale, il y a des chances que j'ai des effets qui se prolongent. Il faut tenir compte, parce qu'il y a encore des inégalités sociales qui apparaissent beaucoup. Ouais. Quel est mon statut socio-économique? Quel est, malheureusement, mon groupe ethnique, où je vis, ça a un impact sur le risque et aussi le manque de ressources qu'on a pour faire face. Alors, ce sont tous des facteurs à tenir en compte pour voir les effets à court, moyen ou long terme de la pandémie. Tout est possible, il y a plusieurs hypothèses et je me dis, il y a peut-être des personnes qui vont vivre encore de l'anxiété à long terme ou à plus ou moins long terme, des relents de stress. Il y a des gens qui vivent certainement du stress post-traumatique à l'heure qu'on parle. Ouais. J'en suis convaincue, il faut les mesurer, je suis certaine, tout dépendant de ce que les gens ont vécu. Et ces personnes-là devront ramasser à long terme ce pourquoi ils ont ces symptômes-là. Alors, il y aura des effets certainement plus long terme. D'autres effets pourront être les gens qui ont été plus ou moins touchés. Encore une fois, il y a des inégalités fortes dans la pandémie. Les gens qui ont un peu plus de moyens, qui peuvent vivre dans une maison confortable, de l'espace, que c'est plus facile de s'isoler des autres membres de la famille. Alors, peut-être c'est des gens qui auront vécu un peu moins de conséquences négatives et s'en sortiront mieux. Alors, c'est une belle question de recherche, faudra voir. On n'a jamais vu ça. C'est une situation unique dans son ampleur. Ce qui a été plus gros que ça, c'était la grippe espagnole il y a plus d'un siècle. On n'a pas assez d'informations pour savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, mais il y a eu, je sais pas, c'était 30 millions de morts dans le monde. Alors, on n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui. Alors, ça aurait été un exemple pour nous de savoir quelles ont été les conséquences, mais ça, on n'a pas des études qui montrent ça. Alors, ça, c'est une question centrale, puis j'espère être en mesure de pouvoir regarder ça. Mais on aura certainement des données, on collecte beaucoup de données en santé publique, puis on pourra avoir certainement une idée du nombre d'hospitalisations, de type d'hospitalisation. On pourra certainement avoir une idée après la pandémie à court, moyen terme. Qu'est-ce qui se passe? Une belle question. Ouais, on va le savoir juste des années après que ça Ouais. Question pour Tyler. On est à la maison, on est assis sur notre derrière, on ne bouge pas autant. Ouais. Évidemment, il y a un impact. Il y a un impact sur ça quand ça bouge pas. Ouais, c'est ça. Tu pourrais-tu juste nous mentionner l'importance? Puis je pense que je ne veux pas vraiment la mentionner plus que ça, mais là, peut-être un petit peu plus en détail. Ouais, je pense que l'exercice physique et tout ça a certainement un impact sur notre santé mentale. C'est évident, c'est démontré dans les recherches que l'exercice physique est un facteur de protection dans les diagnostics de santé mentale. Mais dans notre situation actuelle, on se trouve souvent assis, comme vous dites, sur notre chaise, en avant d'un écran. C'est super important qu'on fasse notre mieux de se trouver des temps. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des petits trucs comme des sit-to-stand, ça s'appelle des bureaux assis et debout. Évidemment, c'est pas disponible pour tout le monde, mais si vous avez un endroit que vous pouvez vous mettre debout et puis quand même participer à vos cours, vos réunions, votre travail, quoi que ce soit, ça a un impact. Même juste être debout fait une différence. Mais de se trouver des pauses pour s'étirer. Si tu peux prendre une marche le matin ou entre des cours, entre le travail, ça a un impact sur la santé mentale. Puis, ça peut améliorer les choses. Excusez, le téléphone dans mon bureau sonne. Ça veut dire peut-être une routine où est-ce qu'on bouge un peu, faire partie de la routine, comme Lynn a mentionné, que tu te mets un temps où est-ce que tu bouges. Puis
quand je dis bouger, je veux pas dire faire un marathon à chaque jour, là. Je veux dire, juste se déplacer de la place qu'on travaille. On est tellement chanceux à Sudbury, avoir l'espace qu'on a. C'est ça que, tu sais, on n'est pas à Toronto ou Peel où est-ce que les gens sont tous renfermés, puis on est très, très chanceux comme tel. C'est-à-dire, d'après moi, tu sais, comme Tyler, tu viens juste de dire, prendre une marche. Juste prendre une marche. Puis qu'est-ce qui est drôle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont achetés des chiens. Avez-vous remarqué ça? Pour avoir un peu la compagnie d'un animal, parce qu'évidemment, ça démontre que c'est bien pour la santé mentale, mais aussi quand tu as un chien, il faut que tu sortes dehors, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses. Je dis pas à tout le monde d'acheter un chien, là, c'est pas le but, mais se déplacer, se bouger, puis tu sais, c'est vrai, il fait frais dehors, puis tout ça, mais tu sais quoi? Tu t'habilles, t'as déjà un masque pour ton visage, puis sors dehors, ça fait 15 minutes, puis ça te rafraîchit, ça te dégourdit les jambes, puis ça aide un petit peu comme tel. Puis je sais que tout à l'heure, tu m'avais mentionné que des fois, tu prenais des marches avec des amis dehors comme tel, autant qu'on a la distance, puis et tout ça. Ça veut dire, là, ça, c'est une question, Lynn. Tu sais, on parle, tout à l'heure, parlait qu'il faisait des connexions avec un ou deux amis, des petits groupes. Y a-t-il une différence en ayant juste peut-être un, deux amis que tu socialises avec, comparé à des groupes qui sont beaucoup plus gros? Y en a-tu un qui est mieux que l'autre? Non, ce qui compte, c'est la qualité d'une relation. C'est vraiment le rapport que tu établis avec une autre personne. Et puis, on le sait, les gens peuvent se sentir seuls dans une grande foule. Hein? Alors, c'est pas le nombre, c'est vraiment la qualité de la relation. C'est comment tu te sens avec une autre personne, la réciprocité, c'est-à-dire chacun reçoit et donne, notre capacité de se confier, la confiance qu'on a l'un avec l'autre. Un très bon ami, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'en avoir des tonnes. Et puis aussi, avoir des rapports avec les autres, c'est pas juste du 0-1. Hein? On a des relations qu'on a avec les autres varient. On n'a pas le même type de relation. Donc, on a des collègues, on a des gens qu'on voit au travail, il y a des gens avec lesquels on partage un sport. On va jouer au hockey le vendredi soir. Il y en a d'autres, c'est des amis très proches depuis l'enfance. Alors, on n'a pas le même rapport avec tous les individus autour de nous. Alors, la vie réelle, c'est pas comme les amis Facebook, là. C'est une question vraiment de quantité. Mais c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on va chercher dans chacune des relations et bien entretenir nos relations. Les soigner, puis les valoriser. C'est ça qui compte dans la vie. D'ailleurs, des grandes études longitudinales sur le bonheur qui a été faite aux États-Unis, je pense qu'il y en a aussi au Canada, mais qui a montré que qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux, c'est pas l'argent, c'est pas les accomplissements, c'est pas la taille de la maison, c'est vraiment les rapports qu'on entretient avec les autres, nos rapports humains. C'est ça qui fait, d'ailleurs, toute la raison pour laquelle on est ici, puis qui fait qu'on a le plus de bonheur, c'est d'avoir des rapports enrichissants avec les autres. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Peut-être aussi en ayant des rapports avec juste quelques personnes, on peut aussi vérifier un petit peu plus avec eux autres, puis eux autres peuvent nous vérifier comment qu'on est en santé mentale. Parce qu'évidemment, avec des gros groupes, que ce soit Facebook ou des gros groupes, c'est plus difficile à être en connexion entre chacun. Tandis que t'es un à un ou quelques amis, c'est plus facile à voir que, il y a quelque chose de louche qui cloche pas avec mon ami ou avec moi, puis tu peux... Quand on parle de santé mentale aussi, c'est comme, faut bien choisir à qui on en parle. Il faut en parler. Il faut aller chercher quelque chose de satisfaisant aussi. Il faut que j'ai un rapport avec quelqu'un qui est prêt à m'écouter si je dis, je me sens pas bien, je suis nerveuse, je suis stressée. Faut se sentir en confiance avec une autre personne. Et que cette personne-là va être capable de nous accueillir là-dedans, qui va nous écouter. Ça, je sais très bien dans ma pratique, des gens qui arrivent, qui ont vécu des choses difficiles et qui ont essayé d'en parler, qui n'ont pas reçu l'attention qu'ils avaient besoin. Alors, c'est important de cultiver donc de bonnes relations et de bien choisir avec qui on va partager
nos sentiments. Puis si on n'a personne avec qui on peut partager, ben il y a de l'aide en santé mentale. Alors, pour les gens peut-être de notre auditoire qui sont aux prises avec des difficultés et qui se sentent incapables de parler à quelqu'un, ben là, je suggère tout de suite peut-être d'aller sur le site de l'Ordre des psychologues de l'Ontario et là, d'aller voir quelles ressources on peut trouver où on peut trouver un psychologue ici en ville. Il y a aussi l'Ordre des psychothérapeutes. Alors, il y a également les travailleurs sociaux. Alors, on peut trouver des ressources là. Alors, je veux le dire tout de suite, là, peut-être qu'il y a des gens dans l'auditoire qui ont des besoins. Alors, si jamais vous vous sentez vraiment pas bien, puis vous sentez pas capable ou en mesure de parler avec quelqu'un, si vous êtes des étudiants universitaires, on a le service aux étudiants à l'Université Laurentienne. Je vous invite aussi à contacter ces gens-là. Alors, je vous invite vraiment à contacter, à prendre votre courriel ou votre téléphone. OK, je veux revenir au titre de cette discussion, puis le titre original, l'angoisse de revenir ensemble. Parce que j'ai une question qui a rapport à ça, c'est que est-ce que toute l'anxiété, la dépression qu'on a développée pendant l'isolement va miraculeusement disparaître après que le confinement s'est levé, surtout aussi longtemps qu'on était en confinement, puis tout ça. C'est-à-dire, regardons après le COVID comme tel. Évidemment, on n'a pas une boule de cristal pour voir exactement, mais comment qu'on voit, comment qu'on va réagir, comment qu'on va vivre, comment qu'on va s'interagir en tant qu'être humain? Ben, il y a peut-être deux façons de répondre à ça. Si je me fie aux études que j'ai révisées sur le H1N1 et les autres, il n'y a pas d'évidence que les gens sont demeurés antisociaux ou phobiques de leur rapport interpersonnel. J'ai pas rien vu qui supporte ça. Mais encore une fois, la COVID ici, est-ce que dans la grippe espagnole, c'était différent? Je pourrais pas répondre, est-ce qu'on s'attend d'une manière ou d'une autre, mais ça dépend du type de personne. Si quelqu'un a déjà un type anxieux, qui a déjà une tendance anxieuse sans que ce soit une pathologie, comme quelqu'un qui est germophobe, il y a eu une hausse des TOC, des troubles obsessifs compulsifs à cause de la pandémie, parce que quelqu'un qui peut se laver les mains, puis là, il y a un virus qui court, ça a exacerbé les symptômes de ces personnes-là. Alors, j'imagine que si des gens ont déjà une problématique de santé mentale, elle va continuer. S'il y a des traces après, on peut penser, est-ce qu'il y a du stress post-traumatique là-dedans? Faut voir. Les gens ont du stress post-traumatique. Mon observation, qui est pas basée sur une étude que j'aurais faite, mais juste mes observations quand je sors, je vais à l'épicerie, je pense que c'est plutôt ce qui risque d'arriver, c'est que la majorité des gens vont perdre leur anxiété et leur angoisse parce qu'on oublie notre distance, on se colle malgré tout. Puis si j'en reviens à ce que je disais au début, ben on a la nature humaine qui revient, on a besoin des autres, puis se coller, c'est le fun. Alors, c'est ma meilleure réponse pour le moment. Pour le moment, ouais. Si elle n'est pas bonne, c'est pas grave, on la changera. Moi, je pense que probablement, moi, j'ai une fille de 8 ans, je pense qu'elle, faudra qu'elle se réadapte un petit peu. Parce que je remarque avec elle, quand on a réouvert certaines choses comme le parc, parce qu'il était fermé, hein, on pouvait pas aller. Et puis, il fallait que j'y dise, oui, c'est correct, là, on peut aller, on peut... C'est peut-être pour certains jeunes, juste leur dire que là, les choses ont changé, puis c'est correct, là. Les règlements étaient un tel, là, ça a peut-être changé avec... Mais c'est important ce que tu dis. Moi, ma réponse est liée aux adultes, mais pour les enfants, c'est différent. Les enfants, il va falloir avoir des interventions spécifiques pour eux. C'est un bon point que tu soulèves. Oui, c'est les enfants intègrent des choses, là. Alors, il va falloir continuer à leur expliquer puis à leur niveau. Bon point. Bon point. Tyler, question plus... parce que tu vas être un infirmier bientôt, on espère, hein, puis tout ça. Qu'est-ce que tu penses qui va avoir un impact après qu'on a le vaccin, puis là, tout ça, mais sur les patients, peut-être plus le physique, côté physique des gens après la pandémie? Ça, vous voulez dire l'impact sur les interactions, comme avec les patients après? Ça peut être les interactions, ça peut être aussi... Moi, je pense plus aussi du côté physique des gens. Oui, comme on sait tout, l'isolement a des impacts sur la santé mentale, puis la santé mentale peut avoir des impacts sur notre santé physique.
il y a toujours des conséquences de ça. Mais on espère, on peut pas nécessairement prédire que après le vaccin et puis après qu'on s'en débarrasse, on pourrait dire, de la COVID, on pourrait avoir des améliorations de la santé physique, mais aussi on pourrait voir potentiellement des personnes qui ont des problèmes chroniques, qui ont manqué accès à des services ou qui ont choisi de ne pas se présenter pour des services à cause de la COVID-19. So, si on prend comme HSN, par exemple, au début, quand la COVID a commencé, ils ont vu dans le département d'urgence qu'il n'y avait presque aucune visite. So, ça, c'est des visites qui ont été manquées ou des visites que les patients ont choisi que leur problème ne valait pas la peine ou valait pas le risque de peut-être contracter la COVID. So, je pense qu'on verra un peu de conséquences de cela après la COVID. Mais j'espère aussi que l'amélioration de la santé mentale, l'environnement social des personnes aura un impact positif sur la santé physique aussi. OK. Ça veut dire, on devrait-tu, en tant que mettons que j'ai une condition médicale, quand même consulter les médecins, même pendant la COVID, puis voir qu'est-ce que les spécialistes disent, même si on a peur pour la COVID, mais... C'est important si vous avez des symptômes ou si vous avez une condition puis vous avez besoin de l'aide médicale, c'est important de le chercher à un moment opportun parce que c'est vraiment possible de diminuer les risques de complications et puis les complications qui pourraient venir si on attend quelques journées ou même des mois. C'est important, il y a des services de consultation par téléphone, par rencontre virtuelle. Donc, je pense que c'est important qu'on fasse du mieux qu'on peut pour consulter nos médecins ou infirmières praticiennes. OK. Lynn, revenons un petit peu à l'angoisse que les enfants, surtout après la pandémie, parce qu'on a commencé à toucher ça, puis je voudrais revenir parce que je suis intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant que parents pour aider nos enfants à aller à travers de cette pandémie, puis surtout après la pandémie? C'est une super question. Ben, avec les enfants, on a parfois tendance à vouloir camoufler, cacher, alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Mais en utilisant un langage qui est approprié à leur âge, à leur niveau de développement. Alors, il faut leur parler et leur expliquer. Valider leurs émotions aussi, parce qu'ils en ont aussi, bien entendu. Bon, à ta petite de dire, non, ben là, tu peux pas donner un câlin à grand-maman. Parce que bon, il y a un virus dans l'air, puis le virus rend les gens malades, puis grand-maman, on peut tous être malades. Alors, c'est pour ça que pour le moment, on porte un masque, puis on peut pas coller. On peut faire un câlin de genou, là. La grand-maman reste debout, puis tu peux coller le genou. Alors, mais il faut expliquer tout simplement. Ça va pas durer toujours. On va avoir il y a des docteurs qui vont développer des choses pour t'aider, pour nous aider tout le monde. Mais pour le moment, il faut faire ça. C'est pas utiliser des exemples parce que les enfants connaissent la grippe. Tu sais, des fois, tu as la fièvre, tu es malade, puis après quelques jours, ça va mieux. Ben là, c'est un genre de maladie comme ça. Alors, trouver les mots au niveau du développement, mais expliquer. Parce que si les enfants, tu leur expliques pas, ils vont se faire des histoires par eux-mêmes, puis des fois, c'est pas la même histoire, puis ça les rend anxieux. Alors, puis de valider. Des fois, les enfants, ils vont pas dire « je suis anxieux », ils sont plus jeunes, ils vont dire « j'ai mal au ventre, je me sens pas bien ». S'asseoir avec eux, puis écouter, puis voir. Peux-tu me dire, y a-tu quelque chose qui te tracasse? Puis là, des fois, il peut te le dire. Je m'ennuie de grand-maman. Alors, c'est en gros, pour à peu près n'importe quoi qui arrive dans la vie des enfants, la COVID en est un, c'est d'avoir cette approche-là. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. D'expliquer, d'écouter, être attentif. Puis, quoi à propos de le vaccin? Comment parler aux jeunes à propos du vaccin? Y a-t-il des trucs? Je sais que moi, personnellement, ma fille, elle a peur de la piqûre. Hein? C'est comme, Il y a des adultes qui ont peur des piqûres. Oui, il y a des adultes. Puis moi, j'essaie d'expliquer que ce vaccin, les vaccins qui vont venir, va la permettre de vivre la vie qu'elle avait auparavant. C'est donner au moins un positif avec ça. Ben, il me semble qu'il y a des livres avec le langage spécifique pour différentes choses. Là. J'ai pas
le langage qui me revient, mais on peut parler de tout avec les enfants, même de la mort et de tout. Alors, pour les vaccins, c'est encore de trouver souvent des images et puis d'expliquer sans trop être compliqué, de dire, bon, d'abord, peur de la piqûre, de la douleur, ça va pas durer longtemps, oui, c'est pas le fun, je vais être avec toi, m'a te prendre dans mes bras pendant que le docteur va te piquer avec. Et c'est ça de dire, ben, écoute, ça, c'est important parce que ça donne des petits, tu peux, si l'enfant est très jeune, tu peux faire l'analogie des petits bonhommes. Il y a des petits bonhommes là-dedans, c'est comme des petits soldats. Puis, s'il y a des mauvais soldats qui rentrent, alors il y a différentes ressources que tu peux utiliser, dépendant de l'âge de l'enfant, mais rendu à un âge autour de 8-10 ans, tu peux expliquer d'une manière un peu moins imagée. Là, l'exemple que je donne, c'est pour les plus tout petits, mais il y a moyen de dire, ben là, c'est pas comme un remède, mais c'est avant que tu tombes malade, quelque chose comme ça. Alors, mais il faut expliquer. Faut pas nier l'expérience. Ça va faire mal un petit peu. C'est normal, c'est ça que ça. Papa non plus aime pas ça, puis mais ça va t'aider. Puis des fois, en disant ben ça va faire mal un petit peu, il pleure moins parce qu'il s'attend à ce que ça fasse bien mal. Puis là, quand ben, ça va faire mal un petit peu. Alors, il faut juste dire la vérité. Puis je pense que ça me fait penser à mes expériences de stage d'études en ce moment. On fait des cliniques de vaccins pour la grippe. On vaccine beaucoup d'enfants et de parents. Une des choses qui semble vraiment aider les enfants, c'est d'être honnête avec eux. Vraiment leur dire, oui, on s'en va pour notre piqûre, mais expliquer dans un langage qu'ils peuvent comprendre. Comme l'analogie avec les soldats, je l'utilise avec tous les petits. Ils adorent ça. Ils adorent savoir que dans leur sang, maintenant, ils ont des petits soldats qui sont prêts à faire la bataille avec n'importe quel virus qui va rentrer dans le système. So, utiliser un langage qui comprend, c'est important. Puis aussi, une chose qui aide, on parle toute la session d'être modèle pour les autres. Comme parent, être modèle pour les enfants, prendre votre vaccin avant l'enfant, laisse l'enfant voir, être brave, prendre le vaccin, ça aide les enfants à se mettre sur la chaise, puis prendre aussi leur vaccin avec beaucoup, beaucoup moins d'anxiété. Tyler, je pense que tu vas être un infirmier extraordinaire. Oui, je pense. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre temps et nous devons terminer notre discussion. Avant de terminer, Tyler et Lynn, avez-vous une dernière chose que vous voulez ajouter? C'est une bonne question, Bruce. J'aimerais juste répéter ce qu'on a dit toute la session. Vraiment, essayez de faire votre mieux avec la distanciation sociale. C'est difficile, mais ça fait quoi, 6-7 mois maintenant? C'est qu'on peut continuer pour quelques autres mois. Peut-être qu'on pourra se retrouver à la fin de la COVID. So, de pas arrêter, puis vraiment juste de faire notre mieux. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Tyler. J'ajoute, n'hésitez pas à rester en contact. Que ce soit par le téléphone, le courriel, Zoom, restez en contact, au moins avec une personne. Puis, si vous connaissez quelqu'un qui est seul, appelez-le. Si vous êtes seul vous-même, appelez quelqu'un aussi. Restez pas tout seul autant que possible. Parlez à quelqu'un. Oui, ça, c'est très, très important. Bon, ben, je tiens à vous remercier, Lynn et Tyler, d'avoir passé du temps avec nous et d'avoir partagé votre expertise sur la façon dont cette pandémie a façonné notre vie et pourra changer nos habitudes de vie dans l'avenir. Je veux aussi remercier l'Université Laurentienne pour avoir organisé cette discussion. Je veux terminer en vous annonçant que la prochaine présentation aura lieu le 9 décembre à 13h et sera intitulée « Le vaccin contre le COVID-19 ». Est-il un moyen d'arrêter la pandémie? On a commencé à en parler un petit peu des vaccins, mais là, on va aller plus en détail. Et j'espère que vous allez participer à cette session, d'où qu'on discutera au sujet des vaccins, comment que les vaccins fonctionnent, puis les différents vaccins contre la COVID-19. Merci d'avoir participé à la présentation d'aujourd'hui. À la prochaine.